Salut à tous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on parle burn-out. Avec une question évidemment un petit peu provocatrice, faut-il prendre le burn-out au sérieux? Déjà, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une simple fatigue passagère ou une réelle affection psychologique? La question s'est longtemps posée. Cela a même fait des gros titres ces dernières années à tel point que le gouvernement Hollande a légiféré sur le sujet. Je vous mettrai évidemment les liens de la loi en question et a appliqué l'article en question depuis juin 2016. Autour de cette loi, des documents officiels ont été publiés pour encadrer le terme burn-out, qui était utilisé à toutes les sauces auparavant. Le site officiel de l'ANACT a publié un guide d'aide à la prévention regroupant de multiples informations sur le sujet. Je vais en aborder une partie pour ceux qui souhaiteraient savoir un petit peu plus, évidemment. Je vous mets le lien de la page dans les descriptions. Commençons par définir ce qu'est le burn-out. Il s'agit d'un état psychologique qui va regrouper trois grandes dimensions. La première, c'est une fatigue, un épuisement émotionnel. Une sensation d'être vidé en permanence, que ses ressources émotionnelles et physiques sont à plat, malgré un temps de repos nécessaire et des bonnes nuits de sommeil. Deuxième chose, le cynisme vis-à-vis du travail, ou aussi appelé dépersonnalisation. On a l'impression qu'on se détache progressivement des gens, du travail, on s'en fout de tout, et évidemment ça peut devenir quelque chose qui va être négatif, voire agressif, et évidemment qui va démotiver pendant la période de travail. Dernière chose, la diminution de l'accomplissement personnel au travail. On a l'impression qu'on perd confiance en nous, qu'on se dévalorise, on a la sensation d'être complètement inefficace ou sans possibilité de sortie. Alors, comment se manifeste ce syndrome d'épuisement professionnel, aussi appelé burn-out? Comment le reconnaître? Pour cela, il faut rassembler des indices chez les personnes susceptibles de s'y engager. Une observation minutieuse pourra vous permettre de mettre en avant plusieurs symptômes. Alors, évidemment, ça peut être chez vous comme pour d'autres personnes autour de vous. Déjà, est-ce qu'il y a des émotions inhabituelles? Des nouvelles émotions, des choses qui vont revenir, par exemple des angoisses, des peurs, une irritabilité plus marquée ou plus fréquente, voire même une tristesse ou une hypersensibilité. Au niveau du physique, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'on est moins bien? Est-ce qu'il y a des douleurs, un manque de sommeil, des variations de poids ou des vertiges par exemple? Les performances cérébrales ne sont pas épargnées, et oui, parce qu'elles peuvent être émoussées. On peut avoir du mal à se concentrer par exemple, ou alors on peut prendre des décisions un peu étranges ou bizarres, avec des erreurs ou des oublis. Le comportement, lui, n'est pas en reste évidemment, il est changeant et instable. Il peut y avoir un isolement, comme une irritabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Une sensibilité à la frustration, moins d'empathie, voire une utilisation des substances addictives comme l'alcool, les drogues en excès. Dernière chose, la motivation en berne. Évidemment, on se désinvestit, on est plus en retard, on a du mal à se lever le matin, etc. etc. Alors, vous avez pu le remarquer, j'ai qualifié le burn-out d'état psychologique et non pas de pathologie. Il faut bien faire la différence. Le burn-out n'est pas un état en tant que tel, il n'est pas terminé, c'est un état de transition. En gros, c'est un terrain propice pour que de réelles pathologies comme la dépression, la bipolarité ou les troubles anxieux généralisés s'installent. Alors, maintenant qu'on a exploré ce que c'est que ce syndrome d'épuisement professionnel, quel est l'environnement qui va provoquer le burn-out? On va essayer d'explorer un peu toutes les conditions qui font qu'on peut partir dans cet état psychologique. Est-ce que le boss infernal, c'est le seul responsable? Le plus souvent, lorsque le burn-out est évoqué, les coupables tout trouvés se trouvent dans la hiérarchie. Alors évidemment, c'est en partie vrai, mais soyons un peu plus précis. Dans leur récente revue de littérature scientifique, l'équipe suédoise du professeur Aronson a exploré le sujet. Ils en ont ressorti que les éléments les plus concluants sont les suivants. Plus la personne est soutenue par ses collègues ou supérieurs hiérarchiques, plus elle a le contrôle de son travail, moins elle est sujette au burn-out. Le taux de fatigue émotionnelle ou de burn-out et de cynisme sont aussi partiellement liés à l'injustice, au nombre important de demandes, à la charge de travail ou au manque de reconnaissance. Évidemment, pour terminer, un manque de soutien et une insécurité professionnelle vont appuyer où ça fait mal. Enfin, la réduction des sentiments d'accomplissement vont amener un manque de récompense qui va être clairement quelque chose qui peut avoir un impact négatif aussi. En résumé, voici les points et les conseils essentiels pour prendre en compte les éléments pour éviter le burn-out de son équipe. Première chose, essayez de créer un esprit de groupe fort avec une solidarité et un soutien hiérarchique en cas de difficulté et dans la vie quotidienne. Deuxième élément, donner une autonomie, une écoute des idées et des problématiques. La plus importante dans cette écoute, ça va être l'écoute active et présente de la part des supérieurs hiérarchiques ou des collègues.
Essayez de mettre en place aussi une structure de régulation des conflits juste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a mis en place des protocoles pour gérer les conflits, pour éviter que ça s'envenime ou que ça reste en interne et que ça pourrisse l'équipe? Adapter le système, évidemment, autrement, pour les récompenses. Est-ce qu'elles sont équilibrées? Est-ce que c'est lié au mérite? Est-ce que c'est diversifié? Est-ce que les récompenses, en gros, sont suffisamment nombreuses et suffisamment justes pour avoir un impact positif? Autre élément, organiser le travail pour donner un équilibre entre le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche et le nombre de demandes objectifs. En gros, avoir des objectifs suffisamment nombreux pour que la personne soit occupée et qu'elle réussisse à aider l'organisation sans pour autant les changer toutes les 5 minutes ou alors de faire des demandes qui vont s'accumuler les unes sur les autres sans qu'il y ait le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Dernière chose, et une chose très importante, forger un environnement émotionnel positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on donne une vision positive de l'avenir, du travail? Comment on peut être rassurant quand il y a des coups de bourre ou quand on est dans une situation stressante? Et enfin, évidemment, le porteur de sens. Qu'est-ce qui fait sens pour les personnes qui vous accompagnent? Et bien tout ça, ce sont des astuces qui vont vous aider à mettre en place un environnement qui évite toutes les problématiques de burn-out. En reprenant ces points, vous retrouverez une bonne partie de ceux que j'ai évoqués dans mon article et mon podcast sur le neuromanagement. Vous pourrez le consulter évidemment ici. Donc oui, les principaux responsables des situations de burn-out sont les institutions, leur organisation et les responsables de cette organisation, à savoir les managers. Alors attention, cet article n'est pas une attaque contre les cadres en général. Beaucoup d'entre eux font de leur mieux pour accompagner leurs équipes du mieux possible, mais c'est plutôt une piqûre de rappel. Ce sont les hommes, avec un grand H, à tous les échelons de la hiérarchie, qui font la richesse des entreprises et du système public, non pas les chiffres. Prendre en compte leur réalité cérébrale est importante si la société veut combattre ce problème de santé publique que sont les syndromes d'épuisants professionnels ou burn-out. Deuxième oui pour la réponse de ma question dans le titre. Évidemment, le burn-out doit être pris en sérieux. D'autant plus que les bénéfices ne sont pas uniquement pour les collaborateurs, mais aussi pour les institutions qui les emploient. Pour appuyer cette phrase, le professeur Aronson rappelle dans son article que le burn-out a un coût important pour l'employeur à cause de son incidence sur les performances, sur l'absentéisme et sur le turnover. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Si c'est le cas, évidemment, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à liker, évidemment à vous abonner si ce n'est pas le fait. Et d'ici au prochain podcast, je vous souhaite de prendre soin de vous.